HUK, coup d'entrée. Il y a des pères qui aiment leur fille, et il y a des pères pour qui leur enfant est toute leur vie. Nikolai Volkov était l'un d'entre eux. Il a élevé sa fille seule, dans un pays étranger, sans argent et sans soutien. Pendant 20 ans, il l'appelait tous les matins et travaillait tous les soirs pour elle. Et quand Elena a été tuée, il a perdu sa raison de vivre, pour toujours. La police a classé l'affaire en 48 heures. Nikolai s'est vengé pendant 5 ans. Et ce qu'il a fait pendant tout ce temps ne rentre dans aucune catégorie humaine. Ni dans la vengeance, ni dans la justice, ni dans la folie, c'était du travail, froid, méthodique, exécuté avec la précision d'un maître qui a passé toute sa vie à transformer une matière brute en quelque chose d'éternel. 12 personnes, 5 ans, un seul service. Mais pour comprendre comment un immigrant âgé et discret a réussi à éliminer seuls 12 membres d'un clan italien et pourquoi il ne s'est pas caché, n'a pas fui et s'est rien nié, il faut commencer par le début, par cette nuit où tout a changé, par Elena. 2. Prologue, l'histoire d'Elena. Elena Volkova est née à Leningrad en 1967. Elle était la fille unique de Nikolai et la seule raison pour laquelle il avait décidé d'émigrer. À la fin des années 80, lorsque le système soviétique a commencé à s'effondrer, Volkov a regardé sa fille et a compris une chose, elle n'aurait aucun avenir ici, pas celui qu'elle méritait. En 1989, ils sont arrivés à New York. Nikolai avait 45 ans, Elena, 22. Il ne parlait pas anglais, il n'avait pas d'économie, aucun réseau, seulement 2 valises, l'adresse d'une connaissance lointaine à Brooklyn et le métier que Volkov emportait avec lui comme seul capital. Maître porcelainier, formé dans les usines soviétiques, selon des traditions vieilles, de plus de 200 ans. Ils s'installèrent dans un coin tranquille de Brooklyn, loin du bruyant Brighton Beach avec ses restaurants russes et son mode de vie habituel de ghetto d'émigrés. Nikolai loua un petit atelier au rez-de-chaussée et commença à travailler comme restaurateur d'antiquités. Elena a trouvé un emploi à l'accueil d'une petite clinique privée sur Flatbush Avenue. Au début, elle s'occupait simplement de trier des papiers, puis elle a appris la langue, suivi des cours et est devenue aide-soignante. Un travail modeste, un parcours stable, une vie compréhensible. Les voisins, interrogés plus tard par les enquêteurs, la décrivaient tous de la même manière. Polie, calme, saluant toujours dans l'escalier. Ses collègues de la clinique disaient qu'elle n'était jamais en retard et restait toujours si un membre du personnel ne se présentait pas pour prendre son service. Elle n'était pas une noctambule, elle n'était pas du genre à rechercher l'aventure, elle faisait partie de ceux qui vivent selon un emploi du temps précis et trouvent dans celui-ci quelque chose de rassurant. Elle parlait à son père tous les matins. C'était leur tradition depuis l'époque où Nikolai travaillait de nuit à l'usine et l'appelait avant d'aller se coucher. À New York, la tradition s'était maintenue, mais avait simplement changé de forme. Chaque matin, vers 8 heures, elle composait son numéro sur le chemin du travail. Parfois, la conversation durait 3 minutes, parfois 20, mais elle avait toujours lieu, jusqu'au 18 mars 1993. Ce soir-là, Elena accepta d'aller à une fête. Ce n'était pas une décision spontanée. Elle avait été invitée par une collègue avec laquelle elle travaillait depuis plus d'1 an. Celle-ci avait fait la connaissance d'une personne évoluant dans les cercles d'affaires de Brooklyn et avait reçu une invitation à une réception privée dans une maison privée à Staten Island. Elena hésita. Elle n'aimait pas les groupes d'inconnus, mais sa collègue la convainquit. Ce n'était qu'une fête, des gens simples, une soirée tout simplement. Elle a appelé son père vers 7 heures du soir, pas comme d'habitude le matin, mais exprès pour lui dire qu'elle rentrerait tard. Nicolas se souvenait ensuite de cette conversation dans les moindres détails. Elle avait dit qu'elle mettrait une robe bleue, qu'elle prendrait un taxi pour rentrer, et qu'elle appellerait comme d'habitude le lendemain matin. Elle n'a pas appelé et ce matin. Nikolai a attendu jusqu'à 9 heures, puis il a composé son numéro, longue sonnerie. Il a réessayé. Il s'est ensuite rendu chez elle. La porte était fermée à clé de l'intérieur, mais pas à double tour comme elle le faisait toujours. Il a appelé la clinique. Elle n'y était pas. Il a appelé sa collègue. Elle ne répondait pas. Il a déposé plainte auprès de la police le jour même, le 19 mars vers midi. Le corps d'Elena Volkova a été découvert le 20 mars dans une maison privée à Staten Island. La version officielle fait état d'une insuffisance cardiaque aiguë due à une overdose. L'enquête a établi que la fête était un événement privé organisé par des personnes appartenant au clan De Feo, l'une des organisations criminelles italiennes qui contrôlait à l'époque une partie du commerce illégal à Brooklyn et à Staten Island. Parmi les invités se trouvaient des personnes ayant un casier judiciaire, des personnes armées et des personnes qui savaient négocier avec les autorités compétentes. Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là n'a jamais été entièrement élucidé par l'enquête. Aucun témoin n'a accepté de témoigner. La collègue d'Elena a refusé de témoigner, invoquant un malaise, et a rapidement démissionné de la clinique. Le propriétaire de la maison a fait appel à un avocat avant même que les enquêteurs aient eu le temps de poser une deuxième question. L'affaire a été classée au bout de 48 heures. Motif invoqué, accident. Nikolai Volkov a reçu cette notification par courrier, une enveloppe avec un cachet officiel. Un formulaire standard, quelques lignes de texte, il l'a lu une fois, il l'a soigneusement plié, il l'a rangé dans le tiroir de son bureau et il est retourné à son atelier. Ses voisins ont dit plus tard qu'il avait l'air normal ces jours-là. Pas de larmes, pas de crise, pas de discussion sur ce qui s'était passé, juste un vieil homme tranquille qui ouvrait son atelier tous les jours à 8 heures du matin et le fermait à 10 heures du soir. À ce moment-là, aucun d'entre eux ne comprit ce qui avait changé derrière cette porte fermée. Et tout a changé. 3. Exposition, qui était Volkov avant Nikolai Vassilievitch Volkov, est né le 12 mai 1944 à Leningrad, une ville qui n'était pas encore tout à fait sortie du blocus.
Son père travaillait dans une usine de porcelaine. Son grand-père travaillait dans une usine de porcelaine et la question de savoir ce que Nikolai allait devenir ne s'est jamais vraiment posée. La profession se transmettait dans la famille aussi naturellement que la couleur des yeux, sans explication, sans choix, simplement comme une évidence. À 16 ans, il travaillait déjà devant le four. À 22 ans, il dirigeait seul les travaux de restauration des musées municipaux. À 28 ans, il a été invité à rejoindre l'une des plus grandes usines de porcelaine du pays en tant que maître technologue. C'était une belle carrière, stable, respectée, exactement celle que sa famille considérait comme la seule valable. Ses collègues de l'usine le décrivaient comme un homme peu loquace et extrêmement précis. Il ne cherchait pas à nouer des contacts, au contraire, il évitait les gens, gardant son monde intérieur fermé. Lors des événements d'entreprise, il se présentait juste le temps qu'il jugeait nécessaire et partait sans explication. Il semblait discret parmi ses connaissances, mais il avait depuis longtemps développé sa propre logique du monde, rigide, structurée, dépourvue de nuances. Soit une chose était bien faite, soit elle n'était pas faite du tout. Il ne reconnaissait aucune autre option. Sa femme est partie quand Elena avait 4 ans. Volkov n'en a jamais parlé, ni à ses collègues, ni à ses voisins, ni plus tard aux enquêteurs. C'était un fait de sa biographie qu'il avait, semble-t-il, rayé de son registre intérieur des événements importants. Il était resté seul. Il lui restait sa fille. Le reste n'avait aucune importance. C'est à partir de ce moment-là qu'Elena est devenue le centre de son existence, non pas au sens sentimental, mais au sens littéral, presque mécanique. Il a organisé son emploi du temps autour d'elle. Il finissait le travail juste à l'heure où il fallait aller la chercher à l'école. Ses vacances étaient replanifiées en fonction des siennes. Il dépensait son argent de manière à ce qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin et lui, seulement ce qui restait. Pour lui, ce n'était pas un sacrifice. C'était l'ordre naturel des choses. Dès son plus jeune âge, il montrait déjà des signes de contrôle obsessionnel. Pas agressif, pas destructeur, mais absolu. Tout dans son atelier était rangé au millimètre près. Après le travail, les outils étaient remis à des endroits bien précis. Tout écart par rapport à l'ordre habituel, un emploi du temps bouleversé, une visite inattendue, un changement dans le processus de travail, provoquait chez lui une réaction que ses collègues décrivaient comme un visage impassible et une voix très calme. Pas d'éclat, pas de scandale, juste un repli total sur soi-même. Son caractère s'est forgé dans un contexte d'isolement permanent, choisi, conscient et confortable pour lui. Il parlait rarement de lui-même et adoptait toujours une position d'observateur. À l'usine, il était respecté, mais incompris. Personne n'était vraiment proche de lui, à l'exception d'Elena. Lorsque, à la fin des années 80, il est devenu évident que l'Union soviétique était en train de s'effondrer, Volkov a pris la décision d'émigrer rapidement et sans hésitation. Non pas parce qu'il avait peur, non pas parce qu'il cherchait une vie meilleure pour lui-même, mais parce qu'il estimait que dans un pays en ruine, sa fille n'avait aucun avenir. C'était un calcul, pas une impulsion. Il a déposé ses documents, attendu l'autorisation et, en 1989, il s'est envolé pour New York avec 2 valises et sa fille à ses côtés. À Brooklyn, il a rapidement trouvé sa place. La restauration d'antiquités est un travail qui exige précisément les qualités dont il disposait en abondance. Patience, précision, immersion totale et indifférence absolue à l'égard de l'opinion des autres. Les clients le payaient bien. Sa réputation grandissait lentement, mais sûrement. Au bout de quelques années, de petites galeries et des collectionneurs privés ont commencé à faire appel à lui. Il vivait comme si le monde extérieur à son atelier ne le concernait pas. Ses voisins ont déclaré plus tard aux journalistes qu'en plusieurs années, il n'avait changé ni physiquement ni dans son comportement. Toujours seul, toujours vêtu du même manteau sombre, toujours avec la même expression faciale, si calme que cela semblait un peu étrange. Personne n'a pris les premiers incidents au sérieux. L'un des voisins se souvient avoir essayé une fois d'entrer dans l'atelier sans prévenir, en frappant simplement à la porte non verrouillée et en la poussant. Volkov s'est retourné, l'a regardé longuement et lui a demandé très calmement de ne plus refaire cela. Sans rudesse, sans menace, il lui a simplement demandé, mais le voisin a avoué plus tard que c'était précisément ce regard qui lui était resté en mémoire pendant des années. C'était un homme qui avait tout rangé dans sa tête. Chaque sentiment, chaque réaction, chaque décision avait sa place dans sa catégorie. Tant que ce système fonctionnait, il était simplement un artisan calme, soigné, un peu renfermé. Un homme que l'on ne remarquait pas. Le système a cessé de fonctionner le 18 mars 1993. 4 points de non-retour. La notification de clôture de l'affaire est arrivée 2 jours après que Nikolai ait identifié le corps de sa fille à la morgue. Il s'y est rendu seul. Il a refusé l'interprète proposé par la police. Il est resté dans la pièce pendant environ 15 minutes. Il est sorti, a signé les documents nécessaires et est rentré chez lui en métro. Le détective chargé de l'affaire a déclaré plus tard dans une interview que pendant tout ce temps, Volkov n'avait pas dit un mot de trop. Aucune question, aucune exigence. Il s'est contenté de signer là où il fallait signer. Cela a alerté le détective, mais pas suffisamment pour qu'il entreprenne quoi que ce soit. L'affaire a été classée. Tout a continué comme avant. Ce qui s'est passé chez Volkov à cette époque ne peut être facilement classé. Ce n'était pas de la dépression, ce n'était pas du désespoir. Les psychologues criminologues qui ont travaillé sur son cas 5 ans plus tard ont décrit ce qui s'était passé comme un cas classique de gel affectif. Une personne dotée d'une structure interne rigide, confrontée à une perte qu'elle n'est pas capable d'intégrer, ne s'effondre pas, mais se met en mode déni. La douleur ne disparaît pas, elle se transforme en défi. Volkov n'a pas pleuré, il n'a pas bu, il n'a pas cherché de soutien. Il a fait ce qu'il savait toujours faire. Il s'est assis à son bureau et s'est mis à réfléchir méthodiquement. Les enquêteurs ont ensuite trouvé dans son atelier un cahier ordinaire, à carreaux, avec une couverture rigide.
Il contenait des notes datées de la fin mars 1993. Pas de nom, pas de plan, seulement des observations. Précises, structurées, presque protocolaires, qui étaient présents à cette fête, quelles voitures étaient égarées devant la maison, quels visages ont été aperçus dans l'entourage du propriétaire. Comment est organisée la hiérarchie des personnes qui se considèrent comme intouchables. Il n'a pas pris cette décision en un instant, elle s'est construite progressivement comme on fabrique une pièce en porcelaine, couche après couche, cuisson après cuisson, sans précipitation et sans droit à l'erreur. Un élément clé a été découvert par Volkov après environ un mois d'observation. La police n'a pas simplement classé l'affaire faute de preuves, elle l'a classée parce qu'elle avait reçu un signal en ce sens. Le détective chargé de l'enquête entretenait des liens étroits avec des membres de l'entourage du clan DeFeo. Ce n'était un secret pour personne dans certains cercles de Brooklyn, c'était simplement un fait que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait mentionner à voix haute. C'est à ce moment-là que quelque chose a définitivement basculé en lui. Ce qui s'était passé ne l'avait pas brisé, cela lui avait simplement permis de se libérer. Ce n'était ni de la colère, ni de la haine. C'était simplement la disparition de la dernière barrière intérieure qui le maintenait dans les limites de ce que l'on appelle la norme. Le système qui devait répondre de la mort de sa fille faisait partie du même système qui l'avait tué. Ce n'était pas une conclusion, c'était une axiome. Et les axiomes ne requièrent pas d'émotion, ils requièrent des actions. À un moment donné, il a compris, il n'y aurait aucune punition. Et pour certaines personnes, c'est la pensée la plus dangereuse au monde. Volkov ferma son cahier, il le rangea dans un tiroir et commença à dresser une liste. 12 noms, une hiérarchie clairement établie du petit dealer qui avait fourni la drogue pour cette fête au capot, qui supervisait personnellement toutes les activités illégales du clan. Chacun d'entre eux était impliqué, chacun d'entre eux était protégé. Et chacun d'entre eux figurait sur la liste dans un ordre strict, de bas en haut, de la périphérie vers le centre. Après cela, ses décisions devinrent directes, froides et dépourvues de tout doute. Il était un artisan et il avait un travail. 5. Série de crimes, modèles et mécanismes. La première disparition a été enregistrée en juin 1993, 3 mois après la mort d'Elena. Un petit dealer de 29 ans, Antonio Ferra, ne s'est pas présenté à son point de vente habituel à Bensonhurst. Les membres du clan ont attendu un jour, puis un autre. Ils ont ensuite décidé qu'il s'était soit enfui avec l'argent, soit qu'il avait été victime d'un règlement de compte. Personne n'a porté plainte à la police pour des raisons évidentes, c'est ainsi que le clan DeFeo a réagi aux 7 premières disparitions. Aucune inquiétude, aucune enquête interne, juste une simple radiation, une personne elle est partie, ça arrive. Ce fut la première et principale erreur du clan, et Volkov l'avait prévu. Sa méthode reposait sur une compréhension fondamentale de la nature des structures criminelles. Elle ne signalisait pas les disparitions, cela signifiait qu'il avait du temps, beaucoup de temps, et il l'utilisait avec une précision chirurgicale. Le mécanisme de sélection des victimes avait été défini à l'avance dès la phase d'élaboration de la liste. Volkov a procédé de manière strictement hiérarchique, en partant du bas vers le haut. Ce n'était ni un hasard ni une vengeance croissante, mais une tactique délibérée. La disparition des petits ne provoque pas de panique. La disparition du niveau suivant s'explique également par le hasard. Au moment où les personnes d'un niveau supérieur disparaissent, l'inquiétude commence à monter au sein de la structure, mais on ne comprend pas encore exactement à quoi on est confronté. Volkov observait chaque cible pendant 2 à 4 semaines en moyenne avant de passer à l'action. Il étudiait les itinéraires, les habitudes, les moments propices, c'est-à-dire les moments où la personne se retrouvait seule et loin de son environnement habituel. Son outil n'était ni la force ni les armes au sens habituel du terme. Son outil était l'invisibilité. Un homme âgé vêtu d'un manteau sombre, marchant lentement dans la rue ou assis sur un banc avec un journal n'attire l'attention de personne, que ce soit à Brooklyn, à Staten Island ou dans n'importe quel autre quartier de New York. Son écriture était répétée avec une précision que les experts en criminalistique qualifieront plus tard de protocolaire. Aucune trace de lutte, aucun témoin, aucun détail fortuit. Chaque action avait été répétée à l'avance et exécutée à un moment précis. Il ne se pressait pas. Environ 3 mois se sont écoulés entre le premier et le deuxième épisode. Un peu moins entre le deuxième et le troisième. Le rythme lui appartenait et c'était lui qui le donnait. Ce qui s'est passé ensuite mérite une attention particulière. Chaque fois qu'un nouvel élément du service était prêt, il était emballé dans une caisse en bois avec de la paille et livré anonymement par un service de messagerie, différent à chaque fois et payé en espèces. Le destinataire était toujours le même, Salvatore DeFeo, chef officieux du clan, qui opérait depuis un petit restaurant de Staten Island. DeFeo réceptionnait les colis. Il ouvrait les boîtes, il sortait les articles, tasses, soucoupes, sucriers, pots à lait. Il admirait la qualité du travail et il les rangeait dans le buffet. Puis il a commencé à les utiliser lors de réunions. Le café était servi dans ses tasses aux invités, aux partenaires, aux personnes avec lesquelles il discutait affaires. Pendant 3 ans, le clan a littéralement bu le café de ses disparus, sans le savoir. Au fond de chaque objet, sous la couche de glaçure, était gravée une courte inscription. 2 détails, le mot « PED » et le nom de la personne dont le matériel avait servi à fabriquer l'objet. On ne pouvait le lire que sous un certain angle d'éclairage et en sachant où regarder. Volkov ne s'attendait pas à ce que cela soit découvert immédiatement. Il comptait que cela serait découvert quand il le déciderait lui-même. L'escalade a commencé vers la 4e année. À ce moment-là, 9 noms avaient été rayés de la liste et Volkov a commencé à s'intéresser aux échelons supérieurs de la hiérarchie, aux personnes que le clan protégeait avec beaucoup plus de soin. Sa tactique s'est alors adaptée. Les périodes d'observation sont devenues plus longues, les fenêtres d'action plus étroites. Mais le principe de base n'a pas changé, il attendait autant de temps que nécessaire.
et n'agissait que lorsque toutes les conditions étaient réunies. La première faille dans son système est apparue sans qu'il en soit responsable. En 1997, l'un des coursiers qui livrait des colis a été arrêté par la police pour une toute autre raison. Un contrôle de routine des papiers dans le quartier de Staten Island. Il avait avec lui une boîte destinée à être livrée. Le coursier ne connaissait pas son contenu. Les policiers n'ont pas ouvert le colis car ils n'avaient aucune raison de le faire. Mais le numéro du service de livraison a été consigné dans le procès verbal. Ce protocole est resté dans les archives pendant près d'1 an. Personne n'y a prêté attention. Personne ne l'a associé à quoi que ce soit. Au sein du clan, l'inquiétude grandissait et elle ne pouvait plus être considérée comme fortuite. 11 personnes de la liste avaient disparu en 4 ans et demi. Des personnes de différents niveaux, issues de différentes parties de la structure, mais toutes liées par un même événement. Cette fête à Staten Island en mars 1993. Certains proches de DeFeo ont commencé à en parler ouvertement. Mais tous les membres du clan ne savaient pas s'exprimer ouvertement et tous ne savaient pas écouter. À cette époque, Volkov travaillait sur son 12e produit, le dernier. À ce moment-là, le clan a finalement commencé à agir. DeFeo a chargé 2 personnes de confiance de mener une enquête interne afin de déterminer qui éliminait méthodiquement les personnes liées à cette fête et pourquoi. Ils ont commencé par la périphérie, ils ont interrogé les invités survivants, vérifié les anciens contacts, recherché ceux qui auraient pu avoir un mobile. Le nom de Volkov est apparu de manière inattendue. L'un des invités de cette fête, qui n'était pas membre du clan mais fréquentait simplement les bons cercles, s'est souvenu avoir entendu parler d'un artisan russe dont la fille était morte dans cette maison. Il se souvenait même de son nom de famille. Les hommes de DeFeo ont vérifié l'adresse, ils ont trouvé un atelier à Brooklyn et ils ont envoyé 2 personnes pour discuter. Ils se sont rendus à l'atelier en octobre 1988. Volkov leur a ouvert la porte, les a écoutés et leur a répondu qu'il ne savait rien au sujet de disparition. Ils l'ont regardé, un homme âgé vêtu d'un tablier, entouré de pièces de porcelaine, puis sont repartis. Ils rapportèrent à DeFeo que la piste n'était pas la bonne. À ce moment-là, le 12e produit était déjà presque prêt. 6. Démasquage et arrestation. Le 7 novembre 1988, à 8h42 du matin, Nikolai Volkov est entré dans le commissariat de Brooklyn. Il portait un manteau noir, celui-là même que ses voisins lui voyaient, porté tous les jours depuis plusieurs années. Il tenait dans ses mains une caisse en bois remplie de paille. Il la posa sur le comptoir du policier de service, donna son nom et prononça une seule phrase « Le service est complet ». Le policier de service n'a pas compris ce qui se passait. Il a demandé à Volkov d'attendre et a appelé son supérieur. Volkov s'assit sur un banc près du mur. Il croisa les mains sur ses genoux et il attendit, aussi calmement qu'il avait apparemment attendu pendant les 5 dernières années. 21 minutes plus tard, des événements ont commencé à se dérouler dans le commissariat que personne parmi les personnes présentes n'oubliera jamais. À l'intérieur de la boîte se trouvait une soupière en porcelaine osseuse, massive, parfaitement réalisée, recouverte d'un émail blanc comme neige et ornée d'un fin rebord doré. Sa qualité de fabrication était comparable à celle des pièces de musée. Au fond, sous la glaçure, on pouvait lire, sous un certain angle d'éclairage, une gravure, un nom et le mot « PED ». Une enveloppe se trouvait dans la boîte avec la soupière. Elle contenait 12 photos. Chacune était numérotée et signée. Chacune documentait le processus de fabrication d'un des éléments du service. Pas de détails superflus, seulement ce qui était nécessaire à la compréhension. Les enquêteurs, appelés sur les lieux dans l'heure qui a suivi, ont d'abord refusé de croire ce qu'ils voyaient. Le criminologue, venu du bureau régional, a ensuite témoigné devant le tribunal et décrit ses premières minutes au poste de police comme un état de paralysie professionnelle où l'expérience acquise ne fournit aucun outil pour traiter ce qui se passe. Volkov a témoigné calmement et en détail, sans avocat, il a refusé d'en avoir un dès la première proposition. Sans pause et sans détour. Il parlait comme quelqu'un qui avait préparé cette conversation depuis longtemps et savait exactement ce qu'il voulait dire. Il a cité les 12 noms, il a indiqué les dates, il a expliqué la chronologie. Il a décrit comment il avait utilisé ses connaissances professionnelles pour transformer les restes de chaque victime en matière première pour ses créations. Il en a parlé sans émotion, de la même voix que celle avec laquelle il expliquait apparemment le processus technologique à ses collègues de l'usine il y a 30 ans. Le seul moment où sa voix a changé, c'est lorsque l'enquêteur lui a posé des questions sur sa fille. Volkov s'est arrêté, il a regardé la table devant lui pendant quelques secondes, puis il a répondu qu'Elena répondait toujours au téléphone. Toujours. Jusqu'à ce jour-là, il n'est plus revenu sur le sujet de sa fille. Parallèlement à l'interrogatoire, 2 pistes ont été explorées. La première concernait l'identification. Les enquêteurs se sont rendus dans l'atelier de Volkov où se trouvait un four industriel tout à fait légal pour les travaux de restauration de porcelaine et qui n'avait jamais suscité la moindre question de la part des voisins ou des autorités de contrôle au cours des 5 dernières années. On y a également trouvé des notes de travail, le fameux cahier à carreaux, avec des dates, des observations et des annotations qui prenaient désormais un tout autre sens que si elles avaient été découvertes plus tôt. Le deuxième volet concernait la saisie du service de table. Les enquêteurs se sont rendus à Staten Island dans le restaurant qui servait de base opérationnelle à Salvatore DeFeo. Le buffet du bureau personnel du chef du clan contenait 11 objets, des tasses, des soucoupes, un pot à lait, un sucrier. Tous ont été saisis et transmis à la police scientifique. DeFeo se trouvait au restaurant au moment de l'arrivée des enquêteurs. Selon les témoignages des personnes présentes, il a longuement observé les policiers emballer les objets du buffet dans des sacs en plastique étiquetés.
Il a ensuite demandé un verre d'eau et n'a plus dit un mot sans la présence de son avocat. L'expertise criminelle a pris plusieurs semaines. Les résultats ont entièrement confirmé les déclarations de Volkov. Chaque objet du service contenait des inclusions identifiées comme des restes humains. L'analyse ADN, une technologie relativement nouvelle à l'époque, utilisée par la police scientifique new-yorkaise depuis le début des années 90, a permis d'établir que chaque objet appartenait à une personne spécifique figurant sur la liste. La correspondance était parfaite. Une partie de l'enquête a été consacrée à la vérification des services de messagerie. Les enquêteurs ont consulté les archives des 5 dernières années et ont méthodiquement reconstitué la chaîne de livraison. 12 colis anonymes, chacun payé en espèces, chacun via un service différent. Cela a nécessité plusieurs mois de travail, mais a finalement permis d'établir une chronologie exhaustive. Le procès-verbal portant le numéro du service de messagerie, rédigé un an auparavant lors d'un contrôle de routine à Staten Island, s'est inscrit dans le tableau d'ensemble comme l'un des derniers éléments. En parallèle, l'enquête s'est penchée sur une question qui dépassait le cadre de l'affaire Volkov, mais qui était directement liée. Le détective qui avait clos l'affaire de la mort d'Elena Volkov en 1993 en 48 heures a été identifié comme une personne ayant des liens informels solides avec le clan des Féo. Cela a été confirmé par des enregistrements téléphoniques, des transactions financières et les témoignages de plusieurs témoins qui, à ce moment-là, étaient prêts à parler. Il a été suspendu de ses fonctions et condamné par la suite dans le cadre d'un procès distinct. Ce fait n'a pas été pris en compte dans le dossier Volkov comme circonstance atténuante, le tribunal ne l'a pas accepté comme tel. Mais il a changé la façon dont la société a perçu toute l'histoire dans son ensemble. 7. Jugement, conséquences et conclusion finale. Le procès de Nikolai Volkov a débuté en février 1999 devant la Cour fédérale de Brooklyn. Il a duré 4 mois. Volkov n'a nié aucun des 12 chefs d'accusation. Sa défense reposait exclusivement sur une expertise psychiatrique. L'avocat commis d'office insistait sur sa responsabilité pénale limitée. La commission d'experts a reconnu Volkov comme pleinement responsable. En juin 1999, le tribunal a rendu son verdict, 12 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Volkov a écouté le verdict debout. Son visage est resté impassible. La réaction de la société était divisée, ce qui était prévisible et radical. Certains voyaient en Volkov un homme que le système avait contraint à agir seul. D'autres insistaient sur le fait qu'aucune tragédie personnelle ne justifiait 12 morts. Juridiquement, ces derniers avaient raison. Sur le plan moral, la question restait ouverte et le débat a continué pendant plusieurs années. L'affaire a donné lieu à une enquête interne au sein du département de police de New York, à la suite de laquelle 3 employés ont été licenciés et 2 autres ont fait l'objet de poursuites pénales. À Brooklyn, plusieurs affaires classées sans suite concernant des disparitions survenues entre 1991 et 1998 ont été réexaminées. Certaines d'entre elles ont fait l'objet d'une nouvelle qualification. Nikolai Volkov purge sa peine dans un établissement pénitentiaire fédéral. Depuis le début de son incarcération, il n'a accordé aucune interview. Il n'a écrit aucune lettre aux journalistes. Il n'a fait appel à aucun moment. Chaque matin à 8 h, sa cellule est déjà ouverte, il est assis à sa table. Et selon le personnel de l'établissement, il fixe un point dans le vide. La frontière entre la norme et ce qui restait dans cette affaire s'est avérée plus fine que la paroi d'une tasse en porcelaine. Le 14 octobre 2006, un homme en costume de loisir entre dans le commissariat de police de Brooklyn. Il tenait à la main un sac de sport. Il l'a posé sur le bureau de l'employé et a dit calmement « C'est le dernier ». À l'intérieur se trouvait une tête humaine scellée sous vide, dont le prix était de $0. Le sergent de service m'a dit plus tard que l'homme avait l'air d'être venu payer un ticket de parking. Pas de tremblement dans les mains. Pas une goutte de sueur sur le front. Juste un homme fatigué qui venait enfin de terminer un long travail. Il s'appelait Arthur James Vance. La presse l'appellera plus tard le collectionneur. Mais l'histoire sera alors enterrée sous les vindictes, les accords et le silence de ceux qui n'avaient aucun intérêt à la raconter. Cette affaire n'a pas fait les gros titres. Elle n'a pas fait l'objet d'un documentaire. Elle n'a pas été évoquée sur les podcasts consacrés à la criminalité. 12 corps et un silence presque total, parce que les victimes étaient des personnes dont les noms ne sont pas prononcés à voix haute. Et ceux qui ont survécu ont choisi d'oublier qu'un homme avait démantelé leur structure en 3 ans. Mars 2004. Brooklyn. Un homme connu dans certains milieux comme le comptable sort d'un restaurant italien de la 86e rue vers 11 h du soir. Il n'occupait pas une position élevée dans la hiérarchie de la famille Gambino, mais il était suffisamment important pour avoir accès aux chiffres.
Il sait combien rapportent les maisons closes du Queens, combien coûte le silence des dirigeants syndicaux, combien vont aux assurances des restaurateurs. Dans le monde du crime organisé, les gens comme lui ne sont pas des combattants, mais ils ont une vision d'ensemble, et c'est ce qui fait leur valeur. Il était seul ce soir-là. Le chauffeur l'attendait au coin de la rue, le protocole de sécurité exigeant qu'il ne se gare pas devant. 3 minutes de marche dans une rue vide, un trajet qu'il avait fait des centaines de fois. La caméra située au-dessus de l'entrée de la laverie l'a enregistré à 23h07. Il marcha tranquillement, vérifiant son téléphone au fur et à mesure qu'il avançait. La caméra suivante, à la pharmacie située à un demi-pâté de maison, aurait dû l'enregistrer 40 secondes plus tard. Je n'ai pas compris. Il y avait 120 mètres entre les deux points et une ruelle sombre avec un escalier de secours. Le chauffeur a commencé à s'inquiéter au bout de 15 minutes. Au bout de 30 minutes, il a appelé des personnes qu'il ne voulait pas appeler la nuit. 1 heure plus tard, des hommes en blouson de cuir et munis de torches faisaient le tour du pâté de maison. Ils ont trouvé son téléphone. L'écran était abîmé, comme si quelqu'un avait marché dessus. Il n'y avait rien d'autre. Pas de signe de lutte, pas de sang, pas de témoin. L'homme a disparu, comme s'il était passé entre les caméras et avait cessé d'exister. Il n'a pas été dénoncé à la police. Dans ces milieux, on ne fait pas appel à la police. Les problèmes sont résolus. Le problème, c'est que personne ne s'est rendu compte de ce qui s'était passé. Des concurrents, fédéraux, vendetta personnelle, la réponse est arrivée 3 jours plus tard. La boîte portant le logo de la boucherie a été livrée au club social de Carroll Street, un endroit où les capots de la famille avaient l'habitude de jouer aux cartes le soir. Le livreur a déclaré que le colis avait été payé par l'un des vôtres. Lorsque la boîte a été ouverte, elle contenait un sac sous vide, en plastique épais, du type de ceux utilisés pour conserver la viande dans les réfrigérateurs industriels. Dans le sac se trouvait la tête du comptable. Sur le front, en lettres nettes était gravé le mot paid. Sur le sac lui-même, un autocollant thermique indique le poids et le prix, $0, 0 centimes. Ce n'était pas la première victime. Et tout le monde dans la salle a compris que ce ne serait pas la dernière. Mais à ce moment-là, personne ne savait qui était derrière tout cela. Personne ne savait non plus que l'expéditeur du colis avait une liste et que le comptable était le 4e sur cette liste. Il restait 8 noms à retenir. Arthur James Vance est né en 1952 à Staten Island. Son père est mécanicien sur un chantier naval, sa mère est femme au foyer. Il est fils unique dans une famille où il n'est pas permis d'exprimer ses émotions à voix haute. Les voisins interrogés après son arrestation se souviennent de lui comme d'un garçon tranquille qui rentrait toujours à l'heure. Ce n'était ni un tyran, ni un excellent élève, mais un enfant qui n'attirait pas l'attention. Dans les années 70, il a terminé ses études et s'est engagé dans l'armée. Pas par patriotisme, mais par pragmatisme. L'armée lui a donné un métier, une stabilité et une chance de quitter la maison où son père buvait de plus en plus et où sa mère était de plus en plus silencieuse. Vance n'a pas été admis dans les unités de combat. Les tests ont montré qu'il était doué pour la pensée systémique et il a été affecté à la logistique. Il a passé 23 ans à faire fonctionner des systèmes complexes, itinéraires d'approvisionnement, opérations d'entreposage, coordination des approvisionnements. Il a servi sur des bases en Allemagne, en Corée du Sud et, plus tard, dans la région du Golfe Persique. Ses évaluations de performance étaient impeccables. Ses collègues le décrivaient comme un homme qui n'élevait jamais la voix, n'était jamais en retard et ne faisait jamais d'erreur de calcul.
Il a pris sa retraite en 1993 avec le grade de sergent-chef. Il avait 41 ans. La vie civile a été plus difficile pour lui que ce à quoi il s'attendait. L'armée offrait une structure, des règles et une hiérarchie claire. À New York, dans les années 90, c'était différent. Chaotique, bruyant, désordonné. Les 2 premières années, il a travaillé comme consultant en logistique pour plusieurs entreprises, mais il n'a pas réussi à s'intégrer. Il n'aimait pas expliquer des choses évidentes à des gens qui ne voulaient pas écouter. En 1995, il a accepté un poste de responsable d'entrepôt dans une usine de conditionnement de viande à Brooklyn. Ce travail n'était pas à la hauteur de ses compétences, mais il lui apportait ce dont il avait besoin, le calme, l'ordre et la prévisibilité. Il était le premier arrivé, le dernier parti, et connaissait tous les articles de ses étagères. Ses collègues le traitaient avec respect, mais sans chaleur. Il n'allait pas aux fêtes d'entreprise, ne parlait pas de sport, ni de sa vie privée. Un homme gris, avec des lunettes, qui disait toujours bonjour, mais ne s'arrêtait jamais pour discuter. Les psychologues qui ont étudié son cas ont par la suite relevé des traits qui, dans un autre contexte, seraient passés inaperçus. Une propreté pathologique, un besoin de contrôle, une fermeture émotionnelle proche de l'alexithymie, c'est-à-dire une incapacité à reconnaître et à exprimer ses propres sentiments. Cela ne le rendait pas dangereux. Des millions de personnes vivent avec des traits de caractère similaires et ne font jamais de mal à personne. Mais ces mêmes caractéristiques signifiaient quelque chose d'important. Lorsque quelque chose en lui se briserait, cela ne ressemblerait pas à une panne, cela ressemblerait à une solution. Dans l'usine de conditionnement de la viande, Vance a eu accès à des équipements qui allaient plus tard faire partie de son mode opératoire. Emballage sous vide industriel, outils de coupe, chambre froide. Il savait comment chaque machine fonctionnait, comment l'entretenir et comment l'utiliser sans laisser de traces. Pour lui, cela faisait partie du travail. Il n'avait pas l'intention d'utiliser ses connaissances à d'autres fins, jusqu'à ce qu'il ait une raison de le faire. Vance a été marié une fois, brièvement, au début des années 80. Le mariage a été rompu au bout de 3 ans, sans scandale ni accusation mutuelle. Ils se sont simplement révélés être des étrangers vivant dans le même appartement. L'ex-femme, retrouvée par les journalistes après le procès, a déclaré qu'il n'était pas un mauvais homme, mais simplement absent. C'était comme si son véritable monde intérieur se trouvait ailleurs, là où personne n'avait accès. Mais il y avait une chose qu'il aimait vraiment, sa fille. Emily est née en 81, alors que Vance était sous les drapeaux en Allemagne. Il la voyait rarement, quelques semaines par an, parfois moins. Après le divorce, son ex-femme a pris leur fille et s'est installée dans le Connecticut. Vance ne s'est pas battu pour obtenir la garde. Il s'est rendu compte qu'il ne savait pas comment être un père au sens traditionnel du terme. Il ne savait pas comment prendre sa fille dans ses bras, comment la réconforter, comment parler de ses sentiments, mais il a payé la pension alimentaire à temps, chaque mois, sans un seul retard en 20 ans. Il lui envoyait des cartes d'anniversaire, courtes, discrètes, mais régulières. Et lorsqu'elle l'appelait, il décrochait toujours le téléphone. Pour une personne incapable d'exprimer ses émotions, c'était la seule façon de dire « tu comptes ». Quand Emily a eu 20 ans, elle a déménagé à New York. Elle voulait se rapprocher de son père, la seule personne de sa vie qui n'ait jamais menti et qui n'ait jamais disparu. Ils ont commencé à se voir une fois par semaine. Ils dînaient dans le même restaurant, à la même heure. Ils parlent de choses simples, son travail, ses livres, le temps qu'il fait. Pour un observateur extérieur,
Cela aurait semblé étrange. Deux personnes assises, l'une en face de l'autre et se parlant à peine. Mais pour eux, c'était suffisant. C'était tout. Et puis Emily a cessé de venir au dîner. Tout a commencé modestement. Un dîner manqué le 23 février, puis un autre en mars. Lorsque Vance appelait, elle disait qu'elle était occupée au travail, qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle rappellerait plus tard. Sa voix avait changé, plus rapide, plus nerveuse, avec de nouvelles notes, une note qui s'amoindrit, qui n'existait pas auparavant. Père l'a tout de suite remarqué, mais il ne sait pas comment demander. En été, elle n'avait pas décroché le téléphone pendant des semaines. Vance s'est rendu plusieurs fois à son appartement dans le Queens. La porte n'était pas verrouillée, même si les lumières étaient allumées à l'intérieur. Un jour, il est tombé sur son voisin qui lui a dit qu'Emily avait conduit un groupe de personnes étranges ces derniers temps. Des hommes dans des voitures de luxe, des retours tardifs, des cris la nuit. Vance n'est pas allé voir la police. Il a commencé à regarder par lui-même. Pendant 3 semaines, il a occupé son appartement pendant son temps libre. Il répare les voitures, les plaques d'immatriculation, les visages. Il le fait comme il fait tout dans la vie, méthodiquement, sans émotion, comme une tâche logistique. Et peu à peu, une image s'est dessinée. Sa fille prenait de l'héroïne. Depuis des mois, à ce qu'il semble, elle avait été droguée par une nouvelle connaissance. Vance découvrira plus tard qu'il s'agissait d'un petit dealer travaillant pour les structures de la famille Gambino. Lorsqu'elle s'est retrouvée à court d'argent, on lui a proposé un prêt. Dans ces milieux, on appelle cela mettre au compteur. 50 000 $ avec des intérêts qui ne peuvent être remboursés. Il s'agit d'un schéma classique. La victime est forcée de s'endetter, puis on lui propose des moyens alternatifs de remboursement. Emily fait son devoir dans un bordel clandestin du Queens. Vance l'a appris en septembre 2003. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il n'a pas frappé le mur du poing. Il s'est simplement assis dans sa voiture devant l'immeuble où sa fille était vendue à des hommes étranges et a regardé par les fenêtres sombres. 3 heures, aucun mouvement. Le lendemain, il a essayé d'aller la chercher. Il est arrivé dans l'après-midi lorsque la sécurité était minimale. Emily est venue vers lui, mince, les yeux noirs, les mains tremblantes. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas partir, qu'il la retrouverait n'importe où, que la dette n'allait nulle part, que si elle s'enfuyait, elle ne serait pas la seule à souffrir. Vance a proposé de payer 50 000 $. C'est presque toutes ses économies, mais il est d'accord. Il appelle le numéro que sa fille lui a donné. L'homme au bout du fil rit. Il lui dit que la dette s'élevait déjà à 100 000 $, intérêts, pension alimentaire, pénalité, et que même si le vieil homme payait, il n'y aurait pas de problème. Et que même si le vieil homme payait, la fille resterait parce qu'elle était désormais la propriété de la famille. Les gens comme elle ne prennent pas leur retraite. Vance a essayé d'aller voir la police. L'inspecteur qui l'écoute est poli, mais honnête. Il lui a expliqué qu'il ne pouvait rien faire sans une déclaration de la victime. Et même avec une déclaration, l'affaire traînait pendant des mois et les personnes en question avaient de bons avocats. De très bons avocats. Le détective a conseillé de trouver à la fille un bon centre de désintoxication et d'espérer qu'elle veuille s'en sortir seule. Vance s'est rendu compte que les systèmes auxquels il avait cru toute sa vie ne fonctionnaient pas. Le 12 novembre 2003, Emily Vance meurt.
La version officielle est celle d'une overdose avec complications. Le corps a été retrouvé dans l'une des chambres d'une maison close clandestine. Elle portait des traces de coups, côtes cassées, ecchymose sur le visage, rupture de la rate. Le médecin légiste a conclu à des blessures causées par une chute. L'affaire a été classée 2 semaines plus tard comme accident. Personne n'a été interrogé, personne n'a été arrêté, personne n'a été tenu pour responsable. Vance a reçu le corps de sa fille dans un cercueil fermé. On ne lui a pas conseillé de regarder. Il a regardé. Après les funérailles, il a pris congé de son travail. Il a dit qu'il avait besoin de temps. Son patron lui a présenté ses condoléances et lui a accordé 3 semaines. Au cours de ces 3 semaines, Arthur Vance a changé. Il ne s'est pas effondré au sens habituel du terme. Il n'a pas bu, il n'a pas été déprimé, il n'a pas essayé de se tuer. Extérieurement, il est resté le même qu'avant, gris, calme, soigné. Mais à l'intérieur, quelque chose d'irréversible s'est produit. C'était comme si le mécanisme qu'il avait maintenu dans le droit chemin toute sa vie avait finalement échoué. Il ne s'est pas brisé avec fracas, il s'est simplement éteint sans bruit. Et quelque chose d'autre a pris sa place. Les psychologues parlent de désengagement moral, un état dans lequel une personne cesse de considérer certaines actions comme mauvaises. Les soldats en font parfois l'expérience au combat, les chirurgiens en salle d'opération, les meurtriers avant leur premier meurtre. La voix intérieure qui dit « tu ne peux pas » se tait et l'on s'aperçoit que l'on peut faire ce qui semblait impensable auparavant. Vance ne veut pas de justice. La justice était un concept abstrait qui ne signifiait rien dans un monde où sa fille avait été battue à mort et qualifiée d'accident. Il voulait un équilibre. Ils ont mis sa fille au compteur. Ils ont pensé que sa vie avait un prix. 50 000, 100 000, peu importe. Ils ont transformé un être humain en une marchandise avec une étiquette de prix. Maintenant, il va leur faire la même chose. En décembre 2003, Vance reprend le travail. Ses collègues ont remarqué qu'il était encore plus calme qu'avant, encore plus concentré. Le soir, il se rendait dans son bureau et écrivait quelque chose. Des listes, des tableaux, des calculs. Personne ne lui demandait ce que c'était. Personne ne voulait déranger un homme qui venait de perdre son unique enfant. Et Vance faisait une liste. 12 noms du dealer qui a rendu Emily accro à l'héroïne à l'homme qui a donné les ordres. Il lui a fallu 2 mois pour reconstituer toute la chaîne, qui lui a vendu la drogue, qui a arrangé la dette, qui l'a envoyé au bordel, qui a dirigé le bordel, qui était au-dessus d'eux et au-dessus d'eux et au-dessus d'eux jusqu'au sommet. Chaque nom avait une somme, non pas leur dette envers lui, mais le prix qu'il a assigné à leur tête, $0, parce que c'est ce que la vie de sa fille valait dans leur cadre de référence. Le 1er février 2004, Arthur Vance part à la chasse. Le premier était le concessionnaire, un jeune homme de 23 ans qui vendait de l'héroïne dans les clubs du Queens, une petite frappe en bas de la chaîne alimentaire, mais c'est lui qui a initié Emily à la substance qui l'a détruite. Vance l'a suivi pendant 15 jours. Il a étudié ses itinéraires, ses habitudes, son emploi du temps. Il a découvert qu'il vivait seul dans un appartement loué, qu'il travaillait tard le mardi et le vendredi, qu'il rentrait à pied dans le parc parce qu'il ne faisait pas confiance au taxi. Le 3 février 2004, le concessionnaire n'est pas rentré chez lui. Sa tête a été retrouvée 4 jours plus tard, dans une poubelle derrière le club où il travaillait habituellement. Emballage sous vide, paid sur le front, une étiquette de prix avec une somme nulle. La police a traité l'affaire comme une saisie de drogue. L'affaire a été confiée au service des stupéfiants, qui l'ont mise en attente. Pour la famille Gambino aussi, ce fut un non-événement.
Les dealers ne sont pas indispensables. Ils disparaissent tout le temps. Quelqu'un va en prison, quelqu'un s'enfuit avec l'argent, quelqu'un est tué par des concurrents, un de plus, un de moins. Personne n'a posé de questions. Le second était le collecteur, l'homme qui allait voir les débiteurs et leur expliquait les conditions. Qui est venu voir Emily et lui a dit qu'elle avait 2 choix, payer ou travailler. Vance l'a trouvé 3 semaines après le premier meurtre. Celui-ci était plus prudent, il conduisait une voiture, vivait dans une maison surveillée, était rarement seul, mais chaque homme a une faiblesse. Celui-ci avait une maîtresse à Staten Island qu'il allait voir le jeudi pendant que sa femme pensait qu'il était en réunion d'affaires. Le 28 février, il est venu chez sa maîtresse et ne l'a plus quittée. La tête a été livrée dans un bar où se réunissaient des gens de sa trempe. Une boîte portant le logo d'une pizzeria locale à l'intérieur d'un sac sous vide et d'une étiquette de prix. Cette fois, la famille a fait attention. 2 personnes en 1 mois, ce n'est plus une coïncidence. Mais ils n'ont pas cherché au mauvais endroit. Ils ont cherché parmi les concurrents, parmi les débiteurs lésés, parmi ceux qui pourraient avoir un droit sur leur entreprise. Il n'est venu à l'esprit de personne de chercher un directeur d'entrepôt de 52 ans à la réputation irréprochable. Vance travaillait comme on le lui avait appris à l'armée. Renseignement, planification, exécution. Chaque opération prenait au moins 1 semaine à préparer. Il étudiait la cible, trouvait les points faibles, choisissait son moment. Il ne se précipitait jamais, n'improvisait jamais. Il avait un avantage que la mafia ne réalisait pas. Il ne faisait pas partie de leur monde. Ils ne le connaissaient pas de vue. Il n'apparaissait pas chez eux. Il n'avait aucun lien avec eux. Pour eux, il était invisible, un fantôme qui venait de nulle part et disparaissait nulle part. La 3e victime est le proxénète qui dirigeait la maison close où travaillait Emily. La 4e est le comptable du début de l'histoire. La 5e était l'un des coordinateurs chargés de la logistique de la maison close. À chaque fois, Vance est monté dans la hiérarchie. À chaque fois, la complexité de l'opération augmentait et sa confiance en lui s'accroît également. Au milieu de l'année 2244, la famille Gambino est en proie à la panique. 6 hommes en 6 mois et aucune piste. Ils ont renforcé leur sécurité, modifié leurs itinéraires, réduit leurs apparitions publiques. Ils ont engagé des enquêteurs privés, soudoyé des informateurs de la police, interrogé toute personne susceptible de savoir quelque chose. Rien. Le problème, c'est qu'ils cherchaient un ennemi dans leur cadre de référence. Une famille rivale. Un subordonné ambitieux. Une opération d'infiltration fédérale. Ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui n'appartient pas au crime organisé, soit capable d'une telle chose. Cela dépassait leur entendement. Et Vance a continué à travailler. Sa méthode était d'une simplicité sans faille. Il a enlevé la victime au moment où elle était le plus vulnérable, c'est-à-dire lorsqu'elle était seule, sans surveillance et à l'abri des témoins. Il a utilisé du chloroforme pour l'immobilisation initiale et des liens en plastique pour les attacher. Il transportait les victimes dans une camionnette banalisée, comme des centaines d'autres camionnettes circulant sur les routes de New York. Il les amenait à l'entrepôt de conditionnement de la viande, après les heures de travail, lorsque le bâtiment était vide. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas apprécié le processus. Il est important de le comprendre. Vance n'était pas un sadique. La violence ne lui procurait pas de frissons. Il ne prenait pas plaisir à la souffrance de ses victimes. Pour lui, c'était un travail. Dur, nécessaire, mais juste un travail. Comme le dépeçage d'une carcasse dans une usine de transformation de la viande. Comme une opération logistique dans l'armée. But, objectif, exécution. Le rituel d'emballage n'est pas apparu tout de suite. Il a simplement laissé la première tête en place, sans grande cérémonie. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Il lui fallait un message, un moyen de leur expliquer.
non pas en parole, mais en acte, ce qui se passait exactement. Ils ont fait de sa fille une marchandise. Ils l'ont mise à prix. Ils ont vendu son corps comme on vend de la viande dans un magasin. Maintenant, il leur fait la même chose. L'emballage sous vide parce qu'ils travaillaient avec de la viande tous les jours et qu'ils savaient comment faire. Un prix à somme nulle parce que c'est la valeur de leur vie dans son système de comptabilité. Le mot paid parce que chaque tête était un paiement. La clôture d'un point de sa liste. Il n'a pas envoyé de message, il n'a pas passé d'appel téléphonique menaçant, il n'a pas demandé de rançon, il s'est contenté de réduire méthodiquement la liste, une à une. Toutes les 3 ou 4 semaines, une nouvelle disparition, un nouveau colis. Au début de l'année 2005, la famille Gambino avait perdu 8 personnes. Parmi elles, plusieurs coordinateurs de niveau intermédiaire et un comptable qui gérait l'argent des maisons closes. C'est une catastrophe dont ils ne peuvent admettre publiquement l'ampleur. Si d'autres familles se rendaient compte de leur vulnérabilité, ce serait une invitation à les attaquer. Ils se sont donc tus. La police était au courant de la série de meurtres. À l'époque, plusieurs affaires avaient déjà été regroupées en une seule. Mais l'enquête était au point mort. Les victimes étaient des criminels. Il n'y avait pas de témoins et les preuves étaient minimes. Les enquêteurs soupçonnaient des querelles internes à la mafia et n'ont pas vraiment cherché à approfondir la question. Lorsque des gangsters tuent des gangsters, la société ne proteste pas trop. Et Vance était presque en tête de sa liste. La 9e victime est un agent de sécurité qui était de service au bordel la nuit de la mort d'Emily. La 10e est la personne chargée de résoudre les problèmes avec les filles qui tentent de s'échapper. La 11e est la coordinatrice qui distribue les débiteurs au point. Il en restait un dernier, un capot nommé Vincent Moretti. C'est lui qui dirigeait une chaîne de maisons closes dans le Queens et à Brooklyn. C'est lui qui a signé la décision d'envoyer Emily Vance travailler pour rembourser ses dettes au lieu d'accepter l'argent de son père. C'était la routine pour lui. Une des centaines de filles, comme elle, qui étaient passées par son commerce. Il ne se souvenait même pas de son nom. Lorsque ces hommes ont commencé à disparaître, Moretti a renforcé sa sécurité. Il ne se présentait plus à ses endroits habituels, changeait d'itinéraire, dormait dans d'autres appartements. Mais il n'était pas le patron de la famille. Il n'avait pas les moyens d'avoir des voitures blindées et une armée de gardes du corps. Il était assez important pour donner des ordres, mais pas assez pour être protégé en tant que chef de clan. Vance a passé 3 mois sur lui. Il a découvert que Moretti avait une habitude. Chaque dimanche, il dînait avec sa mère dans sa maison de Staten Island. Un soir par semaine, pas de garde, pas d'armes, pas de regard par-dessus son épaule. Le devoir de fidélité s'est avéré être son point faible. Le 1er octobre de l'année 2006, Vincent Moretti est devenu devenu la 12e et dernière victime du collectionneur. Vance aurait pu disparaître. Il avait de l'argent, pas beaucoup, mais suffisamment. Il avait des compétences qui lui auraient permis de disparaître dans n'importe quelle ville du monde. Il avait passé 3 ans à tuer des membres de l'une des organisations criminelles les plus dangereuses d'Amérique et n'avait jamais laissé la moindre trace permettant de remonter jusqu'à lui. S'il l'avait voulu, il aurait pu aller au Mexique, au Canada, en Europe, et personne ne l'aurait jamais retrouvé. Mais il ne voulait pas disparaître. Plus tard, lors des interrogatoires, les enquêteurs ont tenté de comprendre sa logique. Pourquoi s'est-il rendu ? Pourquoi ne s'est-il pas enfui ? Pourquoi est-il venu lui-même avec la dernière sacrée tête
dans son sac, comme s'il remettait un rapport d'activité. L'explication de Vance était simple. Il avait accompli sa tâche. La liste est close, l'équilibre est atteint. S'enfuir, c'était admettre qu'il avait fait quelque chose de mal. Et il ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Il pensait avoir rétabli la justice que le système refusait de rétablir. Le 14 octobre 2006, 13 jours après le meurtre de Vincent Moretti, Arthur Vance enfile son plus beau costume, celui-là même avec lequel il a enterré sa fille 3 ans plus tôt. Il se rase, se coiffe, cire ses chaussures, puis il a mis le dernier paquet dans son sac de sport et s'est rendu au poste de police. Le sergent de service Michael Torres a témoigné plus tard au procès. Il a déclaré que l'homme semblait tout à fait calme. Pas de nervosité, pas d'excitation. Il s'est dirigé vers le comptoir, a posé son sac et a prononcé une phrase qui allait figurer dans le dossier « c'est le dernier ». Lorsque Torres a demandé ce qu'il voulait dire, l'homme a simplement montré le sac du doigt. Pendant les heures qui ont suivi, le site a été bouclé. Les démineurs ont vérifié l'absence d'explosifs dans le bâtiment. La police scientifique s'est penchée sur le contenu du sac. Les enquêteurs essayaient de comprendre à quoi ils avaient affaire. Et Vance s'est assis dans la salle d'interrogatoire et a attendu, patiemment, en silence, les mains croisées sur la table. Lorsque les inspecteurs sont finalement venus le voir, il a parlé, pas sous la pression, pas après avoir été persuadé, il l'a fait. Il leur a tout dit, sur sa fille, sur la liste, sur chaque meurtre. Il a donné les dates, les lieux, les méthodes. Il a expliqué sa logique, ses calculs, le choix des victimes. Il a parlé d'une voix égale, sans émotion, comme s'il lisait un rapport technique. Les inspecteurs ont écouté pendant 8 heures. Au matin, ils avaient des aveux complets pour 12 meurtres au premier degré. Et un énorme problème. Le problème, c'est que les victimes étaient toutes des membres du crime organisé. Des personnes que le FBI et la police de New York tentaient de mettre hors d'état de nuire depuis des années. Des personnes responsables de dizaines, voire de centaines de vies brisées. Vance a essentiellement fait le travail des forces de l'ordre à leur place et l'a rendu plus efficace. Cela ne l'excuse pas sur le plan juridique, mais cela a créé un paradoxe éthique que personne ne voulait aborder publiquement. La famille Gambino ne voulait pas non plus de publicité. Admettre qu'un homme, ni un tueur à gages, ni un agent fédéral, mais un vieux directeur d'entrepôt, avait détruit leur plus haut gradé aurait été humiliant. Cela aurait montré leur faiblesse à tous leurs concurrents. Ils ont donc fait jouer leur relation pour que l'affaire reste aussi discrète que possible. Le parquet a accepté, non pas par sympathie pour la mafia, mais par pragmatisme. Un procès très médiatisé aurait entraîné des mois de témoignages, la découverte de linge sale, des questions gênantes sur les raisons pour lesquelles la police avait été incapable d'attraper un homme pendant 3 ans. Il était plus facile de clore l'affaire rapidement et discrètement. Le procès d'Arthur Vance a eu lieu en février 2007. Audience à huis clos, pas de presse, pas de caméra. Il a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation. Son avocat, désigné par l'État, parce que Vance refusait d'en engager un privé, a tenté de construire une défense fondée sur la folie passagère. Vance a rejeté cette stratégie. Il a déclaré au tribunal qu'il avait agi en pleine conscience et qu'il n'avait aucun regret. Le juge l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. 12 peines de prison à vie, une pour chaque victime. Vance a écouté la sentence debout, sans émotion apparente. Au moment où on l'emmène, il se retourne et regarde les rangées vides du pub. Il n'avait Arthur James Vance
est incarcéré dans une prison fédérale de haute sécurité en Pennsylvanie. En 2025, il est âgé de 73 ans. Il n'a jamais fait appel, n'a jamais été interrogé et a refusé toute visite. Les responsables de la prison le décrivent comme un détenu modèle, calme, discipliné et pas un fauteur de troubles. La famille Gambino n'a jamais retrouvé son influence d'antan. Les événements survenus entre 2003 et 2006 ont affaibli sa position et les clans rivaux en ont profité. Plusieurs membres survivants de l'état-major ont été condamnés par la suite dans d'autres affaires. Une maison close du Queens a été fermée en 2008 dans le cadre d'une opération fédérale contre le trafic d'êtres humains. L'affaire du collectionneur n'a jamais fait l'objet d'une grande publicité. Aucun livre n'a été écrit à son sujet. Aucun documentaire n'a été réalisé. Aucun podcast sur la criminalité n'en a parlé. Quelques courts articles dans les journaux locaux et le silence. Trop de personnes avaient intérêt à ce que cette histoire reste dans l'oubli. Mais dans les archives de la police de New York, dans des boîtes poussiéreuses de dossiers classés, il y a encore 12 autocollants thermiques avec la même inscription, $0, 0 centimes, et le mot PID est gravé dans la peau de ceux qui se considéraient autrefois comme intouchables. La frontière entre victime et bourreau est parfois franchie là où l'on s'y attend le moins. Arthur Vance avait franchi cette ligne, et il ne voulait pas revenir en arrière. Il n'a pas cherché d'excuses ni demandé pardon, il a simplement fermé le compte. Trois adolescents ont battu une femme enceinte jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Le tribunal a classé l'affaire. 11 mois plus tard, les trois adolescents se sont pendus sous un pont, avec la marque de l'enfant mort-né sur le front. Le 23 octobre 1992, Marcus Danforth se réveilla vers midi. Il avait 19 ans. Il vivait dans une chambre louée au 2e étage d'un immeuble semi-abandonné dans le quartier de Delray, une zone industrielle au sud-ouest de Détroit, où l'air sentait le soufre et où la moitié des bâtiments avaient les fenêtres cassées. Marcus ne travaillait pas. Il gagnait sa vie en effectuant de petites courses pour les dealers locaux, livrer un paquet, faire le guet au coin de la rue, prévenir si une patrouille se présentait. Ce jour-là, il avait rendez-vous. Un de ses amis lui avait dit qu'il y avait du boulot. Il fallait conduire une voiture d'un bout à l'autre de la ville. $50 pour 2 heures. Marcus a accepté sans poser de questions. À Delray, on ne posait pas de questions. C'était une règle tacite pour survivre. Il est sorti de chez lui vers 7 heures du soir. Il faisait déjà nuit, dehors. En octobre, à Détroit, le crépuscule tombe tôt. Un vent froid souffle du fleuve et les trottoirs sont déserts. Marcus marchait sur Jefferson Avenue en direction d'un ancien garage où une voiture l'attendait soi-disant. Il ne savait pas qu'il était surveillé depuis déjà 3 semaines. Marcus Danforth était l'un des 3. Il y a 11 mois, en novembre 1991, lui et 2 de ses potes ont agressé une femme près d'une épicerie au coin de Fort Street et Clark Avenue. Ils étaient probablement défoncés et faussés, je sais pas. La femme était enceinte de 7 mois. Elle n'avait ni argent liquide, ni drogue. Cela les a mis en colère. Ce qui s'est passé ensuite a pris moins de 4 minutes. Marcus a ensuite déclaré aux enquêteurs qu'il voulait juste lui faire peur. Mais les ecchymoses sur son corps, ses côtes cassées et l'hémorragie qui avait commencé avant l'arrivée de l'ambulance en disaient long. La femme s'appelait Linda Thorne. Elle a perdu son bébé dans l'ambulance qui la conduisait à l'hôpital. Un garçon, 28 semaines. L'affaire a été portée devant les tribunaux. Mais Marcus et ses complices, Tyrone Bell et Jérôme Ravenel, étaient alors âgés
de 17 ans. Ils étaient mineurs. Au début des années 90, l'État du Michigan n'avait pas encore instauré le transfert automatique des mineurs vers les tribunaux pour adultes pour les crimes sans issue fatale. Formellement, Linda avait survécu. Formellement, il ne s'agissait pas d'une tentative de meurtre, mais d'une agression avec circonstances aggravantes. L'un des agresseurs s'est avéré être le neveu d'un informateur de la police du 6e district. Les témoins, deux sans-abri qui avaient tout vu depuis l'autre côté de la rue, ont soudainement changé leur déposition. L'affaire a piétiné pendant 4 mois, puis a été classée pour des raisons de procédure, perte d'une partie des preuves matérielles et impossibilité d'établir le degré de participation de chacun des accusés. Marcus Danforth est sorti libre du tribunal en mars 1992. Il n'a même pas réalisé à quel point il avait eu de la chance. Maintenant, en octobre, il marchait dans une rue sombre vers un garage qui n'existait pas. Il arriva au croisement avec Lakewood Street. À cet endroit, Delray se transformait en un véritable labyrinthe industriel. Entrepôts abandonnés, hangars rouillés, carcasses de camions qui n'avaient pas bougé depuis des décennies. Les lampadaires ne fonctionnaient plus depuis les années 80, la ville ayant depuis longtemps cessé d'investir dans l'éclairage de cette partie du quartier. Marcus remarqua une camionnette garée sur le bord de la route. Elle était blanche et ne portait aucun signe distinctif. Il décida que c'était bien le véhicule qu'il devait suivre. Il s'approcha. La porte du fourgon s'est ouverte. C'était la dernière chose que Marcus Danforth avait vue en tant qu'homme libre. Son corps a été retrouvé 4 jours plus tard. Il était suspendu sous le viaduc de l'autoroute I-75 à 3 miles de l'endroit où il avait disparu. Ses mains étaient attachées derrière son dos avec du fil de fer industriel. Son cou portait des traces d'étranglement. Mais c'est un autre détail qui a attiré l'attention de la police. Une marque était gravée sur le front de Marcus Danforth. Il s'agissait d'une petite empreinte, de la taille d'un ongle de pouce. Après l'avoir examiné de près, les experts ont déterminé qu'il s'agissait d'une empreinte de pied humain. La taille correspondait à celle du pied d'un nouveau-né. Le corps était suspendu à une chaîne. Les maillons étaient soudés entre eux de manière soignée et professionnelle à l'aide d'une technique utilisée pour les ponts. Les patrouilleurs, premiers arrivés sur les lieux, décroché le corps. Ils ont dû appeler une équipe équipée d'outils coupants. La police de Détroit a ouvert une enquête pour meurtre. À ce moment-là, personne ne savait encore qu'il s'agissait seulement du premier corps sur les 9. Et que la personne qui a fait cela ne faisait que commencer. Robert Elias Thorne est né le 14 mai 1958 à Flint, dans l'État du Michigan. À cette époque, Flint était une ville d'usines et d'espoir. General Motors, le plus grand employeur de la région, fournissait du travail à des dizaines de milliers de familles. Des gens venaient ici de tout le pays, des Appalaches, du Sud, des villages miniers en déclin. Ils croyaient que la chaîne de montage était leur ticket d'entrée dans la classe moyenne. Un salaire stable, une assurance maladie, une retraite. Le rêve américain en bleu de travail. Le père de Robert, Elias Thorne, était l'un de ces hommes. Il travaillait sur la chaîne de montage Buick depuis 1952. Le travail était pénible, mais bien rémunéré. Du moins, lorsque l'usine fonctionnant que Le problème, c'est que l'usine ne fonctionnait pas tout le temps. L'industrie automobile fonctionnait par cycle. 6 mois de travail intense, puis des licenciements, puis à nouveau du recrutement. Elias Thorne le savait mieux comment scène quiconque. En 20 ans de carrière, il avait été licencié 11 fois. Quand l'usine fermait, Elias buvait.
Ce n'était pas inhabituel à Flint à cette époque. La moitié des hommes du coin géraient l'incertitude de la même manière. Mais Elias buvait avec méchanceté, en silence, méthodiquement. Il pouvait passer toute la soirée sans dire un mot, simplement assis dans la cuisine avec une bouteille, le regard fixé sur le mur. Puis, il se levait et frappait. Sa femme, son fils, son chien, tout ce qui lui tombait sous la main. La mère de Robert, Dorothy, travaillait par roulement dans une usine textile. Elle partait tôt le matin et rentrait tard le soir. Robert a passé la majeure partie de son enfance seul ou en compagnie de son père, qui ne parlait pas, mais se contentait de donner des ordres. Robert était un garçon calme. Ses professeurs le décrivaient comme réservé, mais doué. Il ne se battait pas, ne faisait pas de bêtises, n'attirait pas l'attention. Il était simplement là, comme une ombre, dans un coin de la classe. Il n'avait presque pas d'amis. Non pas parce qu'il était rejeté, mais parce qu'il ne cherchait pas à nouer des contacts. Ses camarades de classe se souviennent que Robert pouvait passer des heures dans l'atelier de l'école, à souder ou à assembler des morceaux de métal. C'était sa première forme de contrôle. Le métal ne trahissait pas. Le métal ne frappait pas. Le métal faisait ce qu'on lui demandait, à condition de savoir comment le manipuler. À 16 ans, Robert a quitté l'école et s'est fait embaucher comme apprenti dans une petite entreprise qui fabriquait des structures métalliques. C'est là qu'il a utilisé un poste à souder pour la première fois, et il a compris qu'il avait trouvé sa voie. Le soudage exigeait de la précision, de la patience et une concentration absolue. Un seul faux mouvement et la soudure se fissurait. Une seconde d'inattention et le métal brûlait à travers. Robert aimait ça. Ici, tout dépendait uniquement de lui. Aucune incertitude, aucun cycle de licenciement. Juste lui, la flamme et le métal. À 25 ans, Robert Thorne était devenu l'un des meilleurs soudeurs de la région. Il avait obtenu la certification pour travailler sur les ponts, le plus haut niveau dans la profession. On l'invitait à participer à des projets complexes, réparation de viaducs, renforcement de bâtiments industriels, travaux dans des raffineries de pétrole. Il était bien payé. Robert a acheté une petite maison à Detroit, dans le quartier de Delray, qui n'était pas encore en déclin à l'époque, mais simplement un quartier ouvrier avec des biens immobiliers bon marché et un accès pratique aux zones industrielles. Il vivait seul. Il ne buvait pas, ayant vu son père boire. Il ne fumait pas, préservant ses poumons pour le travail. Il ne fréquentait pas les femmes, n'y voyant aucun intérêt. Ses collègues le trouvaient bizarre, mais le respectaient. Thorne n'était jamais en retard, ne bâclait jamais son travail, ne se plaignait jamais. Il faisait simplement son travail, en silence, méthodiquement, à la perfection. En 1984, Robert a rencontré Linda. Elle travaillait comme infirmière dans une clinique de West 4th Street. Robert s'y était rendu après avoir subi un accident du travail, une brûlure à l'avant-bras gauche. Rien de grave, mais cela nécessitait un pansement. Linda était l'infirmière de garde. Elle a soigné la blessure, posé un pansement et lui a demandé son nom. C'était la première fois, depuis des années, que quelqu'un posait une question personnelle à Robert. Linda May Collins avait 3 ans de moins que Robert. Elle a grandi à Toledo, dans l'Ohio, dans une famille où son père était enseignant et sa mère femme au foyer. Elle a déménagé à Detroit après avoir terminé ses études de médecine, car il y avait plus de travail là-bas. Elle était chaleureuse, ouverte, bavarde, tout le contraire de Robert. Mais c'est justement cela qui l'attirait. À ses côtés, il se sentait normal, comme un être humain et non comme une machine. Ils se sont mariés en 1986. Une cérémonie modeste, sans invité, sans faste. Robert portait le seul costume qu'il possédait. Linda portait une simple robe blanche achetée dans un grand magasin. Sur la photo de mariage, retrouvée plus tard dans son garage, Robert sourit, presque. C'est la seule photo où il a l'air heureux.
Les 5 années suivantes furent les plus stables de la vie de Robert Thorne. Il travaillait, Linda travaillait. Le soir, ils dînaient ensemble, regardaient à la télévision, discutaient. Robert parlait peu, mais écoutait beaucoup. Linda lui parlait de ses patients, de ses collègues, de l'actualité. Il buvait chacune de ses paroles. Pour la première fois de sa vie, il avait quelque chose qu'il avait peur de perdre. Au début de l'année 1991, Linda a annoncé à Robert qu'elle était enceinte. Il avait 33 ans. Il n'avait jamais pensé devenir père. Il ne l'avait pas prévu. Mais quand Linda lui a annoncé, il a ressenti quelque chose de nouveau. Une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Cela ressemblait à de la peur, mais d'une autre nature. La peur, non pas pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre. Pour quelque chose qui n'existait pas encore, mais qui avait déjà de l'importance. Robert a commencé à préparer la chambre du bébé. Il a fabriqué lui-même le lit en chêne avec des barreaux sculptés. Il a peint les murs en bleu clair. Linda disait qu'il exagérait, qu'il restait encore plusieurs mois avant la naissance. Mais Robert ne pouvait pas s'arrêter. Pour la première fois de sa vie, il construisait quelque chose non pas pour un client, mais pour lui-même, pour sa famille. L'échographie a révélé que ce serait un garçon. Ils ont décidé de l'appeler Thomas, en l'honneur du grand-père de Linda. Le 12 novembre 1991, Linda rentrait de son service du soir. Elle marchait. Il y avait 10 minutes à pied entre la clinique et chez elle. Un trajet qu'elle avait fait des centaines de fois. Mais ce soir-là, elle a décidé de s'arrêter à l'épicerie au coin de Fort Street et Clark Avenue. Elle voulait acheter du lait. Elle n'est pas arrivée au magasin. 3 adolescents, Marcus Danforth, Tyrone Bell et Jérôme Gavenel, étaient assis sur les marches d'un immeuble abandonné en face du magasin. Ils avaient 17 ans. Ils consommaient du crack depuis l'âge de 14 ans. Ce soir-là, ils n'avaient ni argent ni dose. Et le manque commençait déjà à se faire sentir. Ils ont vu une femme en tenue médicale, une blouse blanche, donc de l'argent, ou des ordonnances, ou quelque chose qui peut se vendre. Linda n'a pas eu le temps de crier. Ils l'ont traînée dans une ruelle entre 2 immeubles. Ils lui ont demandé de l'argent. Elle avait 11 $ sur elle, la monnaie de son déjeuner. C'était trop peu. Ils lui ont demandé des médicaments. Elle n'avait pas de médicaments. Elle travaillait dans un service de thérapie, pas dans une pharmacie. Cela les a mis en colère. Ce qui s'est passé ensuite a duré 3 minutes et 40 secondes. C'est exactement le temps qui s'est écoulé, selon les témoignages des témoins, qui sont ensuite revenus sur leur déclaration. Lorsque l'ambulance est arrivée, Linda était encore consciente. Elle avait 4 côtes cassées, la rate endommagée et une hémorragie interne. Mais elle était en vie. Elle a même pu donner son nom et son adresse. Thomas est mort pendant le trajet vers l'hôpital. Décollement placentaire causé par un traumatisme. 28 semaines. Les médecins ont dit qu'il aurait pu survivre s'il était né à ce moment-là. Prématuré, mais vivant. Mais le travail n'a pas commencé. Son cœur s'est simplement arrêté. Robert a appris ce qui s'était passé 2 heures plus tard. L'hôpital l'a appelé. Il est arrivé et a vu Linda couverte de sang, avec des tubes et des ecchymoses sur le visage. Le médecin lui a expliqué ce qui s'était passé. Il lui a dit que l'enfant n'avait pas survécu. Il lui a dit que Linda était dans un état stable. Il a dit autre chose, mais Robert n'écoutait plus. Il est resté assis dans le couloir de l'hôpital jusqu'au matin. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Il est simplement resté assis à regarder le mur. Au cours des semaines suivantes, Robert ne parla presque pas. Il s'occupait de Linda, qui se remettait lentement physiquement, mais pas émotionnellement. Elle restait allongée dans son lit pendant des heures, tournée vers le mur. Elle avait cessé de manger. Elle avait cessé de répondre aux questions. Les médecins parlaient de syndrome de stress post-traumatique, de dépression, de la nécessité d'une aide psychologique. Robert écoutait
et acquiescer. Quelque chose d'autre se passait à l'intérieur. Il a commencé à rassembler des informations. Il a découvert les noms des agresseurs, ce qui n'était pas difficile, car tout le monde les connaissait à Del Rey. Il a découvert où ils vivaient, ce qu'ils faisaient, qui était leur famille assez. Il a tout noté dans un carnet septo avec la même écriture qu'il utilisait pour réaliser ses dessins techniques au travail, soigneusement, méthodiquement. Puis il y a eu l'enquête. La police a arrêté les 3 hommes en l'espace d'une semaine. Marcus Danforth a été arrêté en premier grâce à une information fournie par un informateur. Tyrone Bell et Jérôme Gavenel ont été arrêtés 2 jours plus tard. Tous 3 ont avoué dès les premiers interrogatoires. L'affaire semblait simple, mais à Détroit, au début des années 90, les affaires simples n'existaient pas. Premier problème, l'âge des accusés. Tous 3 étaient âgés de 17 ans et relevaient donc de la compétence du tribunal pour mineurs. En 1991, l'État du Michigan n'avait pas encore adopté de loi sur le transfert automatique des mineurs vers les tribunaux pour adultes pour les crimes graves. Cela ne se produira que 5 ans plus tard. En attendant, la peine maximale était limitée à l'emprisonnement jusqu'à l'âge de 21 ans, 4 ans au maximum. Deuxième problème, la qualification du crime. Linda a survécu. Juridiquement, cela signifiait qu'il était impossible de l'inculper pour meurtre. Et selon les lois de l'État du Michigan, un enfant à naître n'était pas considéré comme une personne morale distincte. Sa mort était classée comme une conséquence de l'agression, mais pas comme un crime distinct. Le procureur ne pouvait l'inculper que pour agression avec circonstances aggravantes. Troisième problème, les relations. Tyrone Bell s'est avéré être le neveu de Leonard Lenny White, un petit dealer de rue qui travaillait depuis 3 ans comme informateur pour le 6e district de la police de Détroit. Lenny dénonçait régulièrement ses concurrents, ce qui lui valait de fermer les yeux sur ses propres activités. Il a appelé son responsable au commissariat et lui a demandé d'aider sa famille. Quatrième problème, les témoins. 2 sans-abri qui ont vu l'agression depuis l'autre côté de la rue ont témoigné au début de l'enquête. 1 mois plus tard, ils sont revenus sur leur déclaration. L'un a dit qu'il voyait mal dans l'obscurité. L'autre a dit qu'il n'était pas sûr que ce soit Bill. Personne ne leur a demandé qui était venu les voir et ce qui leur avait été dit. 5e problème, les preuves matérielles. Le dossier médical de Linda, seule preuve contenant des traces Ok. Santé DCCS, Tigrement, AZPCS a été perdu lors de son transfert du laboratoire vers le dépôt. Le détective chargé de l'affaire a écrit dans son rapport « Erreur technique. L'affaire a stagné pendant 4 mois. » En mars 1992, le juge William Murphy a classé l'affaire faute de preuves suffisantes. Les 3 accusés ont été libérés. Ils n'ont même pas eu à payer de caution. Robert était présent lors de la dernière audience. Il était assis au 3e rang et regardait Marcus Danforth quitter la salle d'audience. Marcus souriait. Il tapait sur l'épaule de son avocat. Il riait d'une remarque faite par Tyrone. À ce moment-là, quelque chose en Robert Thorne a changé de manière irréversible. Ce n'était pas de la rage. La rage est trop brûlante, trop chaotique. C'était autre chose, quelque chose de froid, de lourd, comme un morceau de métal qui refroidit lentement après avoir été soudé et devient plus dur que la pierre. Il rentra chez lui. Linda était allongée dans la chambre, comme d'habitude, tournée vers le mur. Robert entra dans la chambre d'enfant qu'il n'avait toujours pas rangée. Il s'assit par terre, près du petit lit en chêne qu'il avait fabriqué de ses propres mains. Il resta assis là jusqu'au matin. À l'aube,
il prit sa décision. 2 semaines plus tard, Linda est partie. Elle a déménagé chez sa sœur à Toledo. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette maison, qu'elle avait besoin de temps, qu'elle ne savait pas si elle reviendrait. Robert ne l'a pas convaincue de rester, il était déjà occupé à autre chose. Il a commencé par quelque chose de simple. Il a fabriqué un fer à marquer, une petite empreinte en acier de la taille d'un ongle de pouce, la forme, un pied de bébé. C'était une signature, une marque, une explication qui ne nécessitait pas de mots. Puis, il a commencé à suivre Marcus Danforth. Robert Thorne ne ressentait plus aucune peur. Il n'avait plus aucun doute. Le système avait échoué, alors il allait devenir le système lui-même. Il avait les compétences nécessaires. Il avait la patience. Il avait le temps. Et il y avait 9 noms dans le carnet. Les 3 qui ont agressé Linda. Et 6 autres encore. Des dealers, des toxicomanes, des petits délinquants de Delray qui, selon Robert, faisaient partie de la même pourriture qui avait tué son fils. Il ne faisait aucune distinction. Pour lui, ils étaient tous pareils, des produits défectueux qu'il fallait éliminer. Marcus sera le premier, celui-là même qui a déclaré aux enquêteurs qu'il voulait simplement lui faire peur. Marcus Danforth est devenu le premier le 23 octobre 1992. Son corps a été retrouvé 4 jours plus tard sous un pont de l'autoroute I-75. Tyrone Bell est devenu le deuxième le 9 novembre de la même année. Il a été retrouvé sous un pont ferroviaire dans la zone industrielle de Delray, à 2 miles de l'endroit où Linda Thorne avait été battue 11 mois auparavant. Jérôme Gavenel, 3e, le 17 novembre, sous le passage piéton qui enjambe la Rouge River, 3 corps en 25 jours. 3 hommes qui ont agressé une femme enceinte et sont sortis libres du tribunal. Maintenant, ils étaient pendus sous les ponts de Detroit, marqués du même sceau sur le front. La police a enfin commencé à comprendre que ce n'était pas un hasard. Le détective Raymond Kosinski, de la brigade criminelle de la police de Detroit, s'est vu confier les 3 affaires à la fin du mois de novembre. Il a été le premier à voir le lien. Même écriture, même marque, même façon de suspendre les corps. Et, plus important encore, les 3 étaient accusés dans la même affaire classée. Kosinski a examiné le dossier de l'agression de Linda Thorne. Il a lu les témoignages. Il a étudié la liste des témoins. Il a trouvé le nom du mari de la victime, Robert Thorne, soudeur. Ce détail a attiré son attention. La façon dont les corps étaient attachés était inhabituelle. Les chaînes n'étaient pas simplement enroulées autour des structures, mais soudées à celles-ci. Les soudures avaient été réalisées de manière professionnelle à l'aide d'une technique utilisée pour les piliers de pont. Les patrouilleurs ne pouvaient pas retirer les corps sans équipement spécial, ce qui prenait du temps et attirait l'attention. Kosinski a demandé des informations sur Robert Thorne. Il a appris que celui-ci était soudeur hautement qualifié et spécialisé dans les constructions industrielles. Il a appris que sa femme l'avait quitté 1 mois après la clôture de l'affaire. Il a appris qu'il vivait toujours à Delray et qu'il travaillait toujours. Mais cela ne suffisait pas pour procéder à une arrestation. Les preuves indirectes, les liens logiques, rien de tout cela ne fonctionnait devant le tribunal. Il fallait des preuves. Et il n'y en avait pas. Robert Thorne savait qu'on le rechercherait. Il s'y était préparé dès le début. Sa méthode était pensée dans les moindres détails. Il n'agissait jamais de manière spontanée. Chaque meurtre était planifié pendant des semaines, parfois des mois. Il étudiait l'emploi du temps de sa victime, ses itinéraires, ses habitudes, ses relations. Il choisissait le moment où la personne se retrouverait seule dans un endroit désert. Il utilisait une camionnette blanche sans plaque d'immatriculation, comme il en existait des
centaines dans les zones industrielles de Detroit. L'enlèvement a pris moins d'1 minute. Un coup à la tête, un sac sur la tête, des liens en plastique autour des mains, et la victime était déjà dans le fourgon. Thorne l'a emmené dans l'un des entrepôts abandonnés, qui étaient plus nombreux que les maisons d'habitation à Delray. Là, il a fait ce qu'il avait à faire. Il ne torturait pas ses victimes. Il ne se moquait pas d'elles. Il ne leur parlait pas. Le meurtre était rapide. Strangulation ou coup de feu à bout portant avec un revolver non enregistré. Ensuite, venait la deuxième partie du rituel, le marquage. Thorne chauffait l'empreinte en acier jusqu'à ce qu'elle soit rouge à l'aide d'un chalumeau à gaz portable. Il l'appliquait sur le front de la victime pendant 3 secondes, suffisamment pour laisser une marque nette et indélébile, taille du pied du fœtus à la 28e semaine de grossesse. Ensuite, il fallait transporter le corps. Thorne choisissait des ponts et des passerelles dans des zones peu fréquentées, où les patrouilles se faisaient rares. Il travaillait de nuit, rapidement et sans bruit. Il suspendait le corps à une chaîne, soudait les maillons entre eux, de sorte qu'il était impossible de le retirer sans une meuleuse. C'était sa signature, sa façon de dire « c'est moi qui ai fait ça, et je veux que vous le voyiez ». Après avoir agressé Linda, Thorne ne s'est pas arrêté. Il a continué. La 4e victime est Derek Powell, 22 ans, dealer de rue originaire de Lakewood Street. Il a été retrouvé le 5 décembre 1992. Le 5e est Antoine Maurice, 19 ans, coursier pour l'un des gangs locaux. Il a été retrouvé le 28 décembre. Le 6e est Curtis Jackson, âgé de 26 ans, récidiviste avec 3 condamnations pour possession et trafic. Il a été arrêté le 19 janvier 1993. Tous sont toxicomanes ou dealers. Tous viennent de Delray ou des environs. Tous portent la même marque au front. La police de Détroit puis l'affaire comme une série de meurtres. L'information a été divulguée à la presse en février 1993. Les journalistes ont surnommé le criminel inconnu l'accoucheur de fer en raison de la marque en forme de pied d'enfant et de la qualité professionnelle des soudures sur les chaînes. Le nom est resté. Kosinski a continué son enquête. Il était sûr que le tueur était Robert Thorne, mais il ne pouvait pas le prouver. Thorne ne laissait pas d'empreintes. Il ne laissait pas de traces biologiques. Il ne laissait pas de témoins. Il travaillait comme une machine, avec précision, froideur et perfection. Le seul indice était la méthode de soudage. Kosinski a fait appel à un expert en métallurgie de l'Université du Michigan. Celui-ci a examiné les soudures des chaînes et a déterminé que le tueur utilisait un type rare de fil à souder, le K-alloy, un alliage spécial destiné aux structures soumises à de fortes contraintes. Ce fil n'était pas vendu dans les magasins habituels. Il était livré en quantité limitée uniquement aux grandes entreprises industrielles. Il y avait 3 entreprises de coups. C'est ce type à Détroit. Kosinski a commencé à vérifier les listes d'employés. Il recherchait des soudeurs hautement qualifiés qui avaient accès au K-alloy et qui avaient vécu une tragédie personnelle en 1991. Robert Thorne figurait sur cette liste. Mais Thorne n'était pas stupide non plus. Il comprenait que la police approchait. Et il a commencé à changer de tactique. La 7e victime, Marcus Wallace, âgé de 24 ans, n'a pas été retrouvé sous un pont, mais dans un hangar abandonné à la périphérie de Delray. Le corps n'était pas suspendu. Il gisait sur le sol, enchaîné à un poteau en béton. La marque était là, mais la méthode de fixation était différente. La 8e, Jamal Hunter, âgé de 20 ans, a été découverte dans le sous-sol d'un immeuble résidentiel en ruine. Encore une autre méthode. Thorne s'est adapté.
Il a compris que son style était devenu trop reconnaissable et a commencé à y apporter des variations. Mais une chose restait inchangée, le sceau. Il ne pouvait pas s'en passer. Ce n'était pas seulement une marque, c'était une explication, une raison, un sens. À l'été 1993, le sage homme de fer avait fait 8 victimes. La police était dans l'impasse. La presse exigeait des résultats. Les habitants de Del Rey, les rares qui étaient encore restés dans ce quartier en déclin, avaient peur de sortir dans la rue après la tombée de la nuit. Mais il y a eu aussi une autre réaction. Certains ont dit que le tueur faisait ce que la police aurait dû faire, qu'il nettoyait le quartier des toxicomanes et des dealers, que ces victimes n'étaient pas des innocents, mais des criminels qui empoisonnaient la vie de tous les autres. Ces conversations se déroulaient discrètement dans les cuisines et les bars. Personne n'en parlait ouvertement, mais Kosinski les entendait, et il comprenait que le temps jouait contre lui. La 9e victime sera la dernière, mais pas parce que Thorne avait décidé d'arrêter, parce qu'il a commis une erreur. L'erreur de Robert Thorne n'était pas liée au meurtre, elle était liée à la fierté. Le fer a marqué une empreinte en acier en forme de pied d'enfant, il l'avait fabriqué lui-même. Mais avec le temps, l'original avait commencé à s'user. Les bords étaient devenus irréguliers, l'empreinte perdait de sa netteté. Pour Thorne, c'était inacceptable. Le fer à marquer devait être parfait, tout comme ses soudures, son plan, sa vengeance. En août 1995, il s'est rendu dans un petit atelier de fabrication de structures métalliques situé à la périphérie ouest de Detroit. Il a commandé un nouveau poinçon d'après son propre croquis. Le propriétaire de l'atelier, un Polonais de 62 ans nommé Stanisław Kowalski, a accepté la commande sans poser de questions. À Detroit, personne ne demandait pourquoi quelqu'un avait besoin d'un morceau de métal d'une forme particulière. Mais Kowalski lisait les journaux et il avait vu les photos des scènes de crime publiées dans les tabloïds. Il avait vu la marque sur le front des victimes du sage homme de fer. Lorsque Thorne est venu chercher la commande terminée, Kowalski savait déjà qui il avait devant lui. Il n'a pas appelé la police tout de suite. Il a d'abord appelé son neveu, un agent de police du 6e district. Il lui a parlé de ce client bizarre. Son neveu a transmis l'info au détective Kosinski. Kosinski a agi rapidement. Il a obtenu un mandat de perquisition pour la maison et le garage de Thorne. Il a organisé la surveillance. Il a réuni une équipe d'intervention. Le 12 novembre 1995, exactement 4 ans après l'agression de Linda, une équipe du SWAT a encerclé la maison de Robert Thorne à Del Rey. Il était dans le garage. Il préparait les chaînes pour sa 10e victime. Thorne n'a pas résisté. Lorsque les policiers ont fait irruption, il se tenait près de son établi et les regardait calmement, presque avec indifférence. Il a mis ses mains sur sa tête. Il a laissé les policiers lui passer les menottes. Il n'a pas dit un mot. Tout a été trouvé dans le garage. Du matériel de soudure, des bobines de fil K-Alloy, des chaînes, un chalumeau portable et le fer à marquer, l'ancien et le nouveau, et aussi un hôtel, une petite table dans un coin sur laquelle se trouvait une photo de Linda avec son ventre arrondi, une paire de chaussons pour bébé qu'elle avait acheté une semaine avant l'agression et 9 photos. Des photos des victimes, découpées dans des journaux. Sous chacune d'elles, la date du décès, écrite de la main soignée de Thorne. Un carnet a été trouvé dans la maison. Il contenait des notes, des noms, des adresses, des itinéraires, des habitudes. 9 noms avaient été rayés. Le 10e ne l'avait pas encore été. Robert Thorne a été arrêté et accusé de 9 meurtres au premier degré. Lors des interrogatoires, il parlait peu.
Il répondait aux questions par monosyllabes, sans émotion. Il a immédiatement avoué les 9 meurtres, sans tenter de négocier, sans demander d'avocat, sans chercher de circonstances atténuantes. La seule phrase complète qu'il ait prononcée pendant toute la durée de l'enquête a été consignée dans le procès verbal de l'interrogatoire du 14 novembre. « Ah ma peur, vous appelez cela des meurtres, j'appelle cela du recyclage. Je ne faisais que marquer des produits défectueux qui avaient gâché ma vie. » Le détective Kosinski lui a demandé s'il regrettait son geste. Thorne le regarda sans répondre. Le procès de Robert Thorne a commencé en mars 1996 et a duré 6 semaines. Le procureur a requis la peine capitale. La défense a plaidé la démence. Thorne a rejeté ces 2 options. Il a déclaré avoir été sain d'esprit au moment des faits et être prêt à assumer ses responsabilités. Les jurés ont délibéré pendant 4 jours. Le 22 avril, ils ont rendu leur verdict. Coupable des 9 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La juge, Margaret Ann O'Brien, a condamné Robert Thorne à 9 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les peines devaient être purgées consécutivement. Thorne écouta le verdict debout. Son visage resta impassible. Il a été transféré à la prison Ionia Maximum Correctional Facility, un établissement de sécurité maximale situé à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Detroit. Selon les informations disponibles, il y est toujours détenu. Il est âgé de 67 ans. Linda Thorne n'était pas présente au procès. Selon des informations provenant de sources ouvertes, elle n'est jamais revenue à Detroit. On ignore ce qu'elle est devenue depuis. À Delray, on se souvient encore de cette histoire. Les ponts et les viaducs sous lesquels les corps ont été retrouvés sont toujours là. Certains d'entre eux sont fermés à la circulation depuis longtemps. Le détective Raymond Kosinski a pris sa retraite en 2004. Dans une interview accordée à un journal local, il a déclaré que l'affaire Thorne avait été la plus difficile de sa carrière, non pas parce que le criminel était difficile à trouver, mais parce qu'une partie de lui comprenait pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Ce n'est pas une excuse, a ajouté Kosinski, mais c'est une explication. Et parfois, une explication est tout ce que nous avons. Robert Thorne n'a donné aucune interview. Il n'a pas écrit de mémoire. Il n'a pas communiqué avec les journalistes et les chercheurs qui ont tenté de le contacter en prison. Il s'est simplement tu comme il avait gardé le silence toute sa vie avant de rencontrer Linda.